Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI. Pour la première émission de cette nouvelle saison, nous recevons Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Alors, on évoquera avec vous cette rentrée parlementaire, la préparation du budget, les débats entre les frondeurs et les réformateurs, comme vous. Certains réformateurs, d'ailleurs, un ministre, font beaucoup parler d'eux en ce moment. On y reviendra aussi. Tout ça avec Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Alors, pour commencer, question plus personnelle. Est-ce que, comme 60% des Français, vous roulez en diesel, vous ? Non, je ne roule pas en diesel et à vrai dire, j'étais dans la mandature précédente adjoint à la santé de la ville de Paris. Absolument. Et j'avais eu l'occasion d'attirer l'attention de mes concitoyens et de proposer un certain nombre de positions assez sévères pour que on ne subisse plus, notamment dans les grandes villes, en l'occurrence Paris, la pollution atmosphérique et les problèmes de particules. Puisqu'on parle souvent, quand on parle d'énergie fossile, on parle souvent du CO2, le réchauffement climatique. La question avec le diesel, c'est à la fois cet aspect réchauffement climatique, mais ce sont les particules qui sont respirées. D'ailleurs, avec Volkswagen, la fraude justement à la détection des particules. Voilà. Et alors du coup, est-ce que vous êtes sur la même ligne que les écologistes ? Emmanuel Cos s'est prononcé là-dessus pour, d'une part, a-t-elle proposé supprimer les avantages fiscaux, voire interdire le diesel d'ici 2025 ? Bon, il faut être très prudent parce que les choses sont toutes les solutions un peu complexes. Par exemple, moi je suis assez effectivement exigeant vis-à-vis du diesel, s'agissant de la présence du diesel dans les grandes agglomérations. Mais, à contrario, le diesel dans des zones suburbaines ou des zones rurales a une efficacité relativement grande dans la mesure où il consomme peu de CO2, les particules sont largement... Mais alors comment distinguer ? Il faut quoi ? Des avantages fiscaux pour la campagne et pas pour la ville ? Il faut quoi alors ? Les avantages fiscaux, d'abord, nous les avons diminués. Ils existent encore, mais dans la consommation de l'essence, vous savez qu'il y a encore 20 centimes qui, pour l'essentiel, sont liés non pas au coût de la fabrication de l'essence ou du diesel, mais qui sont liés à la fiscalité. Mais nous avons déjà bien progressé. Plus de 4 centimes où nous avons rapproché le coût de l'essence et du diesel. Alors, vous savez comme moi qu'il y a aussi un débat sur la fiscalité, qu'il faut être donc très prudent en la matière. Mais l'idée de converger un jour ou l'autre vers la suppression des avantages fiscaux pour le diesel est une idée qui est quand même suffisamment dans le débat politique pour que tout le monde soit amené à aller dans ce sens. Et puis, dans le débat politique, politique sanitaire, bien évidemment. Il y a un débat, sauf que Ségolène Royal répète régulièrement qu'il n'est pas question d'aligner les taux du diesel sur ceux de l'essence. Donc, c'est dans le débat, mais ça ne sera pas question d'y aller aujourd'hui. Il n'est pas question d'y aller aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous me permettez, puisque on parle de cette affaire, pas simplement pour des problèmes de santé publique, mais parce qu'il y a le scandale Volkswagen. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je considère cette affaire avec beaucoup de sérieux, et je dirais même de gravité. Car ce qui est en cause, c'est sans doute les dérèglements d'une marque, d'une entreprise, avec peut-être plusieurs marques dans cette entreprise. Mais c'est une atteinte, je le crois, à la crédibilité notamment de marques allemandes. C'est indiscutablement, on se demande ce qui a pu passer par la tête d'un certain nombre de gens de vouloir non seulement présenter sous les meilleurs jours, ça on peut le comprendre, mais aller à ce point dans la tricherie. Donc là, il y a une vraie interrogation à laquelle je pense qu'il faudra répondre collectivement, parce que la marque Europe, moi je crois que la marque Europe est une marque qui est synonyme de qualité. Et donc, il faudra absolument être exigeant sur la qualité et la transparence, mais évidemment. Mais quelle peut être la nature de cette réponse, alors, collectivement ? Je pense qu'il faut que tout le monde réfléchisse. Je pense que c'est pas une petite affaire. Je ne vais pas, moi, apporter ma solution ce matin. Je pense qu'il faut réfléchir. Simplification des normes, mais contrôle de ces normes, construction de ces normes avec les consommateurs, avec les autorités de régulation. Il y a une réflexion à mener qui est,
je crois stratégique. Je ne considère, encore une fois, pas cette affaire comme étant une affaire mineure, au contraire. Alors, c'est à côté de ça qu'on reparle du diesel. Voilà, et donc vous dites quand même, il ne faut pas se précipiter. Attention, non, vous ne suivez pas les... Attention, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont liés à cette industrie. Cette industrie pose des problèmes, surtout pour les modèles les plus anciens dans les métropoles. Et de ce point de vue, alors, quelles mesures nouvelles on peut en prendre alors ? Ce qui est nouveau dans le débat, c'est qu'il y a des gens qui trichent. Donc, voilà. je vous ai répondu sur la problématique tricherie énorme. Ce qui est intéressant et toujours d'actualité, c'est de rebondir sur la question du diesel. Je pense que, j'allais dire, les choses vont se faire de plus en plus naturellement, parce que malheureusement, que cet industriel ait fait ça, on regarde l'importance de cet industriel, il porte un coup gravissime à la crédibilité du diesel. Donc je pense que le consommateur va lui-même arbitrer. Et donc, j'allais dire, accompagnons un mouvement et des transformations et des adaptations. Ne soyons pas des coupeurs de tête et des donneurs de leçons. Comme Emmanuel Cos, coupeuse de tête, alors vous dites. Si on vous comprend bien, pour vous... J'ai dit suffisamment de choses. Moi, quand je me suis exprimé en tant qu'adjoint à la santé sur ce sujet, on m'a dit que j'allais trop loin. Donc, vous voyez, je ne suis pas un modéré sur la question du diesel. Bon, j'ai fait des propositions, mais j'étais adjoint au maire de Paris. C'est dans ce cadre, là, je suis membre du gouvernement. Ce n'est pas exact. Parce que je pense que la situation du diesel, encore une fois, je vous l'ai dit, Paris et des zones plus rurales ou suburbaines, ce n'est pas la même chose. Mais donc, si on vous comprend bien, la démission hier annoncée du PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, n'est pas une réponse suffisante à vos yeux. Ah non. Je trouve d'ailleurs qu'elle a été, de façon très étonnante, elle a un peu tardé. On a cru à un moment que ça n'aurait pas lieu, les yeux un peu éberlués. Non, c'est une réponse... Moi, je crois, chacun peut avoir une vision des choses. Je sais qu'aujourd'hui, l'actualité, chaque jour, apporte un sujet d'indignation différent. Et donc, il y a un peu une fatigue sur ce genre de sujet. Je pense néanmoins que les questions posées, d'une part, par cette affaire, et la manière dont ça va être ressenti dans la population laissera des traces lourdes qu'il faudra effacer, non pas effacer les traces, mais qu'il faudra traiter les causes et pas simplement attendre que le temps passe et qu'on change de sujet d'actualité. Alors là, on va changer de sujet d'actualité aussi, mais ça concerne toujours l'Europe, le sommet européen hier, Frédéric. Alors, on a quand même le sentiment d'une certaine confusion sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours en Europe. D'un côté, il y a eu un plan adopté au forceps d'accueil de 120 000 migrants. On est passé de 160 à 120 000 migrants d'ailleurs. Plan qui a d'ailleurs été dénoncé dès ce matin par Angela Merkel, qui estime que ce n'est pas un accord durable et suffisant. Et puis, de l'autre côté, on a le sentiment aussi que l'Europe, hier, a voulu mettre de côté les divergences entre les chefs d'État et se concentrer plutôt sur l'aide à apporter aux pays limitrophes de la Syrie pour empêcher justement que les réfugiés ne viennent en Europe. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes toujours sur la ligne de la volonté d'accueillir des migrants, ou est-ce qu'il faut aller dans le sens de ce que certains en Europe préconisent, c'est-à-dire de les empêcher de venir? Alors, il y a plein de questions dans votre question. Il y a une première question, c'est faut-il s'étonner qu'il y ait des prises de position différentes? Vous parlez d'accord au forceps, j'allais dire, c'est un accord avec une majorité qualifiée, c'est la démocratie. Et donc, il y a un accord qui a été pris en responsabilité, qui portait justement sur le problème des conditions d'accueil, de circulation, de répartition des migrants. Cet accord est un accord extrêmement important. Mais il sera applicable vraiment? Mais bien sûr qu'il sera applicable. Ce qui a été défini, c'est notamment des choses sur lesquelles la France se bat depuis plus d'1 an. C'est d'abord, il faut bien comprendre, nos concitoyens doivent comprendre, que on peut comprendre, enfin, il n'est pas possible durablement, pour des raisons à la fois politiques, au sens de il existe des frontières en Europe, c'est Schengen, et elles méritent d'être respectées comme n'importe quelle autre frontière, premièrement. Et deuxièmement, deuxième idée, c'est que si on devait ne pas avoir une problématique de régulation de ce qui se passe à nos frontières, nous serions de l'Europe, n'est-ce pas, dans un premier temps, nous serions potentiellement dans un drame humanitaire considérable. Donc une question politique avec un grand P, c'est-à-dire la frontière, la capacité d'avoir de la régulation de ce qui se passe à nos frontières. Et deuxièmement,
ensuite une question humanitaire majeure. Bien, alors qu'est-ce qui a été décidé ? Il faut bien le comprendre. C'est que dans les pays qui sont les pays où se fait l'accueil dans la zone Schengen de ces migrants potentiels, la Grèce, l'Italie, la Hongrie si elle le voulait, et même la Serbie qui n'est pas dans la zone Schengen mais qui est volontaire pour ce genre de situation, il faut des centres qui soient des centres d'accueil, d'identification, de traitement des dossiers des personnes. Est-ce qu'elles ont le droit d'asile ou est-ce qu'elles ne l'ont pas ? Ce qui est en partie effectivement solutionné. Et aussi centre où sera décidé le rapatriement de gens qui n'ont pas le droit à l'asile. Jusqu'à présent, en France, les déboutés du droit d'asile, on le sait, sont très peu raccompagnés dans leur pays d'origine. Ils sont très peu parce que les délais qui étaient appliqués jusqu'à présent pour le droit d'asile étaient très longs. Vous le savez, ça durait 2 ans, 3 ans, et à partir de là, les choses n'étaient pas clarifiées. Nous avons fait adopter une loi au mois de juillet, qui a mis 6 mois, donc on n'a pas attendu ces derniers jours. Cette loi a commencé à être discutée au Parlement au début de l'année. Et donc, maintenant, nous avons des procédures clarifiées sur l'asile, d'une part, c'est-à-dire que les choses sont plus assises, plus rapides, mais nous avons aussi la capacité juridique plus efficace de raccompagner les personnes qui n'ont pas au droit d'asile, mais qui l'ont demandé, qui sont déboutées et qui sont donc raccompagnées. Donc, nous mettons en place, je reviens à la question européenne, c'est très important, ces fameux centres d'accueil, les fameux hotspots. Et donc, toute personne qui demande le droit d'asile doit passer par ces centres. Il n'est pas question, par exemple, que nous acceptions ce qui était la proposition allemande, c'est que des gens viennent spontanément en Allemagne, puis de l'Allemagne disent finalement on va les répartir. Alors nous avons fait un tiers de quart d'exception pour les 120 000 et les quelques centaines de personnes qui sont arrivées là, parce que nous sommes solidaires de la position allemande. Nous ne voulons pas, dans toute cette affaire, nous travaillons avec notre propre position. Donc ça veut quand même dire qu'Angela Merkel est allée un petit peu loin lorsqu'elle a ouvert les vannes en quelque sorte. Disons qu'il y a une chose qui est claire, c'est que la position française, elle est constante depuis août 2014, ça fait donc plus d'1 an, alors que la position d'autres pays, peut-être la position allemande, est plus fluctuante et pas forcément très, très bien lisible pour tout le monde et surtout pour les migrants. Il est absolument évident que ce serait erroné de laisser penser qu'il est possible d'accueillir toutes les personnes qui sont aujourd'hui déplacés de Syrie. Je pense notamment à toutes ces personnes qui sont en Jordanie, au Liban, en Turquie. D'accord. Il n'est pas possible de laisser croire à ces personnes, ce qui est peut-être un peu le cas aujourd'hui, que nous pouvons les accueillir dans des conditions qui sont acceptables. D'accord. Nous sommes là, par contre, pour l'accueil des personnes dont la vie est véritablement en danger, et on sait qu'on en connaît un certain nombre, mais nous ne sommes pas là pour accepter une immigration de personnes qui sont déjà à l'abri. Même parfois, il faut le reconnaître, dans des conditions qui sont très difficiles. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qui s'est passé hier n'est pas neutre, c'est que nous avons mis, et c'était aussi une position française, beaucoup d'argent pour qu'il y ait l'accueil de ces personnes dans les pays où ils sont, à l'heure actuelle, à l'abri au plan politiques, mais qui ne sont pas à l'abri, enfin, ils sont dans la difficulté au plan économique et social. Sur cette question d'ailleurs, il y avait des sondages qui étaient sortis comme quoi 34% des Français se sentaient plus proches des positions de Marine Le Pen sur la question des réfugiés que de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Alors ça peut poser question, et puis ça m'amène à un autre sondage qui concerne les régionales, un sondage de Doxa de ce week-end où Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour des régionales à 36%, loin devant le candidat des Républicains Xavier Bertrand et Pierre Saint-Ignon, 3e à 19%. Alors, est-ce que ce sondage, si ça se confirme, si cette tendance se confirmait, parce que ça dit quand même dans ce sondage l'élection de Marine Le Pen au 2e tour, ne doit pas amener le Parti socialiste à revoir sa position sur l'idée de refus du Front républicain proposé par Jean-Christophe Cambadélis et que vous avez soutenu vous-même? Alors, c'est comme vous dites, sans transition et avec une transition. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on passe à un sujet maintenant qui est à la fois très politique, très grave pour notre pays. Et vous avez raison quand même. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens
qui s'inquiètent et peut-être nous aurons l'occasion de répondre à leurs inquiétudes sur est-ce que le fait que nous accueillons des migrants va être un poids insupportable pour le pays? Est-ce que ça va inclure un phénomène de diminution des aides à la pauvreté, enfin à la lutte contre la pauvreté, etc., ou à l'accueil social? Toutes ces questions, j'imagine que nous y reviendrons dans la discussion et donc je voudrais y répondre. Mais je passe à votre question politique. Et c'est vrai que Mme Le Pen peut profiter de ces interrogations pour apporter des réponses qui n'en sont pas, mais qui ont l'air d'affirmer une posture qui, certes, pourrait répondre à ces interrogations, mais fait surtout preuve d'une absence d'humanité que nous paierions très, très fortement si jamais notre pays devait accepter cette politique. Je rappelle que les pays qui ont été amenés à prendre des politiques de stigmatisation vis-à-vis des droits humains minimaux l'ont payé très cher dans l'histoire. D'accord, enfin pour l'instant, alors j'en viens. Les sondages la donnent, voilà, Écoutez, chaque chose en son temps, et les sondages c'est une chose, et les élections elles auront lieu dans 2 mois ou 2 mois et demi. Donc vous me demandez d'anticiper ces élections, je vous dis effectivement que nous devons tout faire pour empêcher l'élection de quelqu'un du Front National à la tête d'une région, a fortiori Madame Marine Le Pen. Ceci dépend évidemment de nous et à la gauche de s'unir. Si vous le permettez, je mettrai les choses dans l'ordre. C'est que d'abord, moi, je n'estime pas que nous sommes marginalisés et perdants dans cette région. C'est pas parce qu'il y a un sondage aujourd'hui qui nous met derrière Madame Le Pen. Et derrière Xavier Bertrand. Oui, surtout. Enfin, ça se discute parce que le total gauche est devant Xavier Bertrand. Je constate comme vous, mais je ne m'en satisfais pas, qu'il y a des listes de division de la gauche qui la font mettre... Pour être très clair, vous parlez de Sandrine Rousseau. La liste de Sandrine Rousseau, liste écologiste, qui prend des voix au premier tour au Parti socialiste. Mais... Non, elle fait des voix, elle divise la gauche. Mais parce qu'elle ne prend pas des voix qu'au Parti socialiste. Elle prend des voix qui étaient peut-être les siennes. Simplement, nous avons, avec Mme Rousseau et avec les partis communistes, géré la région pour le bien-être des habitants de la région. Et dans l'accord avec les Verts, avec les communistes, avec le Front de gauche. Bon, je constate que dans ces conditions-là, même si je sais qu'il y a des positions qui peuvent être différentes, prendre la responsabilité d'aller de façon divisée, c'est-à-dire... d'abord psychologiquement à être derrière. Deuxièmement, passer une partie importante de la campagne à exagérer nos différences au lieu de favoriser nos ressemblances, c'est donner plus de chances à Mme Le Pen d'être élue à la tête de cette région. Donc je dis première chose, et je ne m'en satisfais pas, et je ne veux pas croire que encore aujourd'hui ce soit possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Christophe Cambadélis a proposé que nous organisions un référendum pour exprimer la volonté majoritaire, mesurée d'ailleurs dans des sondages. Pas du tout. Absolument pas. Mais non, mais ça s'adressait pas à Madame Rousseau, ce référendum. C'est pas aux gens qui sont à la tête des appareils que nous nous adressons. C'est au peuple de gauche. C'est pour faire pression sur eux via. Oui, voilà. C'est parce que eux, ils sont dans leur état d'esprit, n'est-ce pas? C'est leur petit calcul, c'est l'accroissement des différences. Je constate que, puisque vous parlez de sondage, il y a un sondage qui donne à plus de 70% le peuple de gauche, enfin ce qu'on appelle le peuple de gauche, c'est-à-dire les gens qui s'identifient comme étant derrière la gauche, qui regrettent la division. Et donc, nous leur disons, écoutez ce que disent de bon sens les électeurs de gauche, c'est qu'ils veulent l'unité pour qu'on puisse non seulement garder cette région, mais en plus faire barrage à Mme Le Pen. Donc ce référendum aura bien lieu, vous confirmez? Mais je le confirme, et je pense qu'il est plus utile que jamais, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter l'idée que la gauche soit... Moi, je demande que tous les gens de gauche, du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, notamment, tous, les responsables et les autres, réfléchissent aux meilleures conditions pour l'emporter face à Marine Le Pen, c'est-à-dire faire en sorte que la gauche soit en tête au premier tour, et en tout cas que le total des voix de gauche soit en situation de l'emporter au deuxième tour des élections. Mais concrètement, ce référendum, comment vous l'organisez? Est-ce que le gouvernement met à disposition des bureaux de vote? Est-ce que c'est simplement l'affaire du Parti socialiste? Quel sera le financement? Non, c'est organisé par le Parti socialiste. Le gouvernement n'a rien à voir avec cela. Il constate l'État ne sera pas
vous faites référence évidemment à ce qui a été décidé pour la primaire de l'UMP, enfin des Républicains, où on a dit qu'évidemment les listes électorales, les bureaux de vote seraient favorisés par l'État. On voit bien que c'est pas la même type de consultation. C'est pas une primaire, c'est différent. Oui, bien sûr. Donc, c'est d'accord, pas donc la même c'est vraiment uniquement le sonalité. Parti socialiste. Non, qui mais on prend voit bien, en ça a charge. été fait sur 3 jours. Ça sera fait sur 3 jours. Il y aura aussi, il y a différentes formes d'expression autour de ce référendum. L'idée, c'est pas d'avoir un référendum où viendraient voter tous les Français. C'est une expression massive. Nous en appelons au peuple de gauche, ce que nous voulons leur dire: exprimez votre volonté d'unité, ne vous laissez pas embarquer dans des visions sectaires, dans des calculs d'appareil. Et on a bien le sentiment que, en fait, il y a à gauche de la gauche, parfois même au sein du Parti socialiste, des gens qui cultivent le sectarisme. Moi, C'est pas avec ça que vous allez les ramener sur les mêmes listes que vous, Mais en les c'est traitant de eux. sectaires et de gens qui sont dans les querelles d'appareils, non? Mais je ne crois pas, chère madame, que ce soit en leur disant qu'ils ont raison de diviser la gauche que je ferai l'unité. Mais est-ce que vous participez Donc, pas à la moi, je division? pense que je désespère un petit peu de les convaincre dans les discussions qu'on peut avoir en termes de responsables politiques, parce que j'ai bien compris que leur calcul, c'est finalement de jouer pour eux-mêmes et pas pour l'équipe en général. Et donc, je m'adresse aux supporters et je leur dis: est-ce que vous trouvez que c'est normal que l'on joue comme ça ? Et effectivement, je pense que certains vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup à perdre, qu'ils s'illusionnent beaucoup sur leur capacité à être entendus par les Français. Mais vous y croyez vraiment, la capacité de la gauche de se réunir, de s'unir? Parce que là, je vous trouve très pessimiste, en fait. Si le personnel politique ne change pas d'avis, quand bien même il y a un référendum. Oui, mais bon, et alors, qu'il y ait des gens qui veulent jouer leur petit jeu. Par exemple, regardez la Grèce. Ce qui s'est passé avec l'affaire des élections de ce week-end est très éclairante. Qu'est-ce qu'on nous racontait ? Il y a 3 mois, Monsieur Mélenchon et d'autres gens nous expliquaient que Tsipras était un homme extraordinaire, qu'il allait renverser la table et qu'il fallait absolument être derrière lui. Dont acte. Et d'ailleurs, si aujourd'hui la Grèce est encore dans la zone euro, c'est grâce à la France, grâce à l'action de François Hollande. Et puis, évidemment, Monsieur Tsipras a mis les mains dans le cambouis parce qu'il faut être dans la réalité. Et à ce moment-là, les mêmes qui portaient 15 jours avant M. Tsipras au nu lui ont dit: ah, M. Tsipras, vous avez trahi. Alors on est avec M. Varoufakis, le dandy des plateaux télé. Voilà. Et ces gens-là ont essayé de faire chuter Tsipras. Tsipras a dit: ben moi, je vais voir le peuple. Et il fait des élections. Et qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les fameux gens qui donnaient des leçons à tout le monde, ces fameux gens qui ont fait des croche-pieds à M. Tsipras pour lui rendre la vie encore plus compliquée, qui ont pris le risque que ce soit la droite qui l'emporte, ces gens-là font moins de 3% et ne sont pas représentés. Alors, donc je dis, les diviseurs, les sectaires, ils ont vocation à être marginalisés dans l'histoire de la gauche. Il y a quand même un cas très concret qui pose un peu interrogation et problème au Parti socialiste, c'est l'Île-de-France. On apprend aujourd'hui qu'il y a donc des dissidents, une quinzaine de membres du groupe écologiste au Conseil régional qui vont sortir et vont, autour de M. Placé, peut-être rejoindre Claude Barthelone sur sa liste dès le premier tour. Seulement le problème, c'est qu'il ne pourra pas dans ce cas y avoir de fusion avec la liste de Mme Cos au deuxième tour. Alors qu'est-ce que vous préférez? Qu'il y ait une partie des écologistes? Parce que si une partie des écologistes viennent dès le premier tour... Mais vous croyez quoi, que la politique et les élections, ça se passe comme nous trois là autour de la table, c'est je te distribue des cartes, je te reprends les cartes. Mais attendez, non, on est en démocratie. C'est-à-dire que c'est pas vous, moi et 2 autres personnes, Mme Cos, Monsieur Barthelone, qui faisons une partie de poker pour jouer les élections. Il y a des gens qui votent. C'est incroyable. Il y a des gens qui votent et ils votent en disant ce qu'ils veulent. Alors Mme Cos, j'ai bien entendu, pour aller dans le sens de ce que vous dites qu'elle se dit, c'est quand même dommage qu'une partie de mon groupe rejoigne Claude Barthelone au premier tour. Mais elle sait très bien, Mme Cos, pourquoi. C'est parce que son parti, qui est en train de partir à volo sous les coups de Mme Duflot, est en train bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a des listes d'union contre le Parti socialiste, avec la même problématique que je viens d'exposer il y a quelques instants, qui jouent la division. Et il y en a qui disent, non, c'est pas possible de cautionner un parti. À la limite, c'est pas contre Mme Cos qui disent ça, parce que Mme Cos, on voit bien,
qu'elle est un petit peu challengée par des ailes un peu plus sectaires dans son propre parti. Voilà. Alors Madame Cosse, par ailleurs, je comprends qu'elle trouve dommage de ne pas pouvoir rassembler, mais j'allais dire, c'est pas de sa faute à elle. Je lui en donne acte parce que je pense que c'est quand même beaucoup dans son parti des gens qui ont décidé d'aller ailleurs, d'en finir. Mais moi, je vais même plus loin. Je pense que chez les écologistes, il y a aujourd'hui des gens qui ne croient plus à l'écologie et qui veulent aller vers la gauche radicale. C'est ce que fait Madame Duflot. Comme Madame Duflot. Mais ça, si Madame Cosse a quelque chose à se dire, et à reprocher, c'est plutôt à ceux qui disent que finalement, le combat écologique ne mérite plus d'être mené en tant que tel et qu'il vaut mieux aller avec des communistes qui ne sont pas très chauds sur le nucléaire ou M. Mélenchon qui a une vision européenne qui est quand même très éloignée, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce qu'ont voulu les écologistes et qui, sur ce terrain-là, a une autre logique politique que celle des Verts et de l'accord qu'ils avaient passé, je le rappelle, un accord de loyauté avec la majorité le Parti socialiste avant les élections présidentielles. Jean-Marie Le Guen, invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Alors on continue maintenant avec notre rubrique la question du bon élève que voici. Quelle est pour vous la définition d'une macronade? Je ne sais pas forcément ce que cela veut dire. Si cela veut dire que il y a eu une loi qui a été votée et qui aboutit à déverrouiller une bonne partie de l'économie française, à donner des résultats concrets aujourd'hui sur le fait que la vie des gens s'améliore et qu'il y a plus d'emplois et que ça coûte moins cher, si c'est ça, je trouon que nous devons déguster les macronades. Ces macronades. Et quand ces macronades remettent en cause le statut des fonctionnaires ? Écoutez, on ne va pas reprendre ce débat. Martine Aubry l'a repris hier. Mais c'est son problème. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas vraiment son problème. Je crois qu'elle a d'autres problèmes. Donc elle n'aurait pas dû alors. Non, ça, je pense que c'est pas bien de passer son énergie à dire du mal des uns des autres pour les gens de gauche d'une façon générale. Voilà, donc je m'en abstiendrai. Je pense qu'il faut qu'on réserve plutôt, qu'on se concentre sur l'idée de combattre la droite. Et puis, vous me parliez de la région Nord-Pas-de-Calais contre l'extrême droite. Je crois que c'est ce qui doit être l'objet principal de notre mobilisation. Christophe Joly. Martine Aubry a dit en avoir ras-le-bol justement des déclarations d'Emmanuel Macron. Vous, de quoi auriez-vous ras-le-bol ? Si je me laisse aller de beaucoup de choses, mais j'essaye effectivement de ne exemple. pas être que dans l'indignation. Non, mais s'indigner, c'est parfois nécessaire, car c'est un moteur. Il y a eu la photo du petit Elan. C'était un moment d'indignation violente et c'est nécessaire. Mais en même temps, on ne doit pas se laisser guider simplement par cette indignation. Le rôle du politique, c'est d'être motivé par cette indignation et puis après, c'est de réfléchir aux solutions adéquates. Sauf que là, on est dans un autre registre. Le ras-le-bol, c'est la goutte d'eau. Et c'est ce qu'a exprimé Martine Aubry. Donc vous, votre goutte d'eau, c'est quoi ? Écoutez, je n'ai pas de goutte d'eau. Personnellement, je ne vis pas sans arrêt dans l'indignation. Je me maîtrise et j'essaye de construire des réponses politiques. Pour vous, Martine Aubry, il y a un défaut de maîtrise de la part de Martine Aubry ? Je vois sur la pente sur laquelle vous voulez m'amener, mais c'est une question. Je vous la pose. C'est beaucoup plus. Vous savez, je pense que les responsables politiques doivent se permettre de faire des jugements et des propositions, mais finalement, c'est encore plus intéressant de regarder ce que pensent les Français. Et les Français, justement, je à pense 70%, ils sont d'accord et ils sont d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'était un sondage d'Opinionway pour Le Figaro, d'accord avec Emmanuel Macron sur la question du statut des fonctionnaires qui ne serait, je cite, plus adéquat. Donc du coup, ça pose la question justement de la levée de bouclier qu'il y a eu sur des propos soutenus par les Français, des propos qui ne choquent pas l'opinion. Donc est-ce qu'il ne faut pas les reprendre finalement, ces propos ? Le problème, c'est pas les propos, c'est qu'il est en l'occurrence ministre et que lorsqu'il tient des propos, à mon avis, ces propos n'étaient pas faits pour être rendus publics. Bien, et si j'ai avec vous une conversation qui est privée, elle est privée. Alors après, on peut dire oui, mais il n'y a plus de conversation privée. D'accord, donc vous, le propos vous choque pas ? Non, c'est pas ça. Je dis, c'est une conversation, c'est un point de vue qui n'était pas fait. Bon. Par contre, à partir du moment où il est rapporté, légitimement, les Français peuvent penser que le gouvernement a l'intention d'agir sur ce sujet et dans ce sens.
En l'occurrence, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, il est parfaitement logique de dire à partir de là que ces propos n'ont pas lieu d'être entendus, puisqu'il n'y a pas d'orientation. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas à la terrasse d'un café en train de discuter avec des copains ou de refaire le monde. Et donc il a été à la terrasse d'un café, Emmanuel Macron, on voit que Manuel Valls a quand même pris ses distances en disant il est talentueux, sous-entendu, il est peut-être un peu fougueux, il ferait peut-être bien de faire attention. Vous prenez les sous-entendus que vous entendez, mais ce qui est vrai, c'est que on peut encore une fois demander à un ministre, nous sommes en responsabilité. Lorsque nous avançons une idée, une proposition, elle doit être en phase avec l'action du gouvernement. On n'est pas... voilà. Donc, ce n'est pas une critique que je fais d'Emmanuel Macron, puisqu'encore une fois, ces propos n'avaient pas vocation à être rapportés. Donc après, il peut avoir... Mais les points de vue des uns, des autres sont toujours très intéressants. Mais ce qui est intéressant dans un gouvernement, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est la ligne générale du gouvernement. Par exemple, ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron sur l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la ligne générale du gouvernement. Et c'est très positif. Alors, d'une certaine façon, même si vous contestez ce qu'a dit Martine Aubry, vous lui donnez en partie raison, puisqu'elle reproche à Emmanuel Macron d'être sorti, en quelque sorte, de son domaine de compétences et de traiter les problèmes avec, a-t-elle dit, arrogance et ignorance. Alors, est-ce que, d'une certaine façon, Martine Aubry... Vous avez pu remarquer que mes propos n'étaient pas dans la même tonalité. Non, pas dans la même tonalité, mais... son ministère, ce sera déjà très bien. Voilà. Donc, vous êtes quand même en train de dire qu'il y a peut-être des limites à pas franchir. Je trouve que ce type je me suis exprimé en disant que j'essaye d'être positif. Je pense qu'on a d'autres sujets. Et voilà. Alors, Christophe Joly, justement, sur les autres sujets et l'audace gouvernementale. C'est ça, vous dites souvent que la gauche doit faire preuve d'audace. Quelle serait la mesure, celle unique, qui caractériserait le mieux cette audace ? Écoutez, ce que nous allons faire, je crois, sur le Code du travail, c'est-à-dire changer quand même profondément de culture, où l'idée fondamentale, c'est de faire confiance aux Français. Nous avons, pour des raisons qui n'étaient pas toutes fausses dans l'histoire, considéré qu'il fallait verrouiller tout un tas de systèmes parce que le rapport de force, l'information... Mais c'est pas réellement l'audace, ça, de faire confiance aux Français, si ? Mais si. Nous sommes de quelle façon alors, concrètement ? Faire confiance aux Français, c'est leur permettre, par exemple, dans une entreprise, d'avoir un dialogue social au niveau de l'entreprise qui crée des normes sociales adaptées à la vie de l'entreprise ou dans la branche. C'est quelque chose qui peut vous paraître naturel, c'est pas la situation à l'heure actuelle. Et ce sera ça, alors, la réforme du Code du travail, cette fameuse loi qui devra arriver en 2016, c'est ça ? Ça sera ça. Alors, encadré, parce qu'effectivement, il n'est pas question de laisser à volo un certain nombre de repères essentiels, c'est-à-dire la nature des contrats de travail, c'est-à-dire la durée légale du travail, c'est-à-dire la notion de salaire minimum. Ce qu'a rappelé le président de la République après le rapport Combrexel, voilà. Effectivement, il a bien Donc, borné les choses. une fois qu'on a balisé les choses, après, on dit aux Français, alors allez-y, faites. Mais faites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire autoriser justement le référendum dans les PME qui pourrait effectivement permettre des évolutions concrètement. Ce serait ça, ces pistes que vous évoquez ? C'est de dire qu'il faut qu'à partir d'un accord majoritaire, ce qui est une culture... Alors évidemment, on va me dire, oui, mais on dit souvent, que les syndicats ou certains syndicats ne signent pas d'accord majoritaire. Je pense que de plus en plus, les salariés s'intéressent et à leurs droits, et c'est évidemment tout à fait normal, mais aussi à la vie de leur entreprise. Et de ce point de vue, la culture économique, la culture industrielle, la culture entrepreneuriale est beaucoup plus présente que ne le croient traditionnellement les élites, qu'elles soient journalistiques, politiques ou syndicales. Bien. Et donc, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai dialogue qui se noue et que ce dialogue crée un meilleur fonctionnement des entreprises, plus de flexibilité, plus de liberté, plus d'adaptation. Voilà. Et ça, c'est une révolution parce que moi, j'ai été éduqué avec l'idée que seule la loi générale pouvait protéger les plus faibles. Alors, oui, sur certains points, évidemment, la loi doit mettre des bornes. La durée maximale du travail, le travail des enfants, les normes sanitaires, le CDI. évidemment, le CDI, etc., etc. Mais
une fois qu'on a défini ces normes, on voit bien que derrière, il y a tout un tas d'éléments de possibilités d'adaptation de la vie de l'entreprise, la formation, les carrières, le temps de travail le temps aussi. de travail annualisé, ce qui est déjà possible, mais qui doit être, le dialogue doit être renforcé sur tout ça, la manière dont on prend pas des heures supplémentaires, la manière dont parfois, sous une façon défensive, on doit accepter un temps partiel qui peut être discuté, dont les conditions peuvent être disputées pour que l'entreprise puisse varier aussi avec les rythmes de commande, etc., etc. Bref, une vie concrète, et ça, c'est une culture qui n'existe pas dans notre pays. Et donc, qui sera dans cette fameuse loi qui devrait arriver. La loi de Myriam El Khomri, oui, voilà, absolument, à partir du rapport Combrexel. Début 2016, c'est ça, présenté en Conseil des ministres. On laisse passer les régionales, c'est ça, et après débat au Parlement. Non, c'est parce qu'il faut un temps. Non, parce que les principes sont tout à fait clairs. Et après, il faut évidemment un temps d'élaboration du dialogue autour de cette loi, puis de l'écriture de la loi, passer devant le Conseil d'État, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui prennent un certain temps. Alors, vous parliez de Myriam El Khomri. Ce soir, elle va présenter, pour la première fois, puisqu'elle vient d'être nommée ministre du Travail, les chiffres du chômage. Alors, selon France Info ce matin, il y aurait une petite hausse du travail intérimaire de 4%, déjà qui serait constatée. Alors, est-ce que ça donne une tendance plutôt positive pour ces chiffres du chômage que vous allez annoncer ce soir ? Écoutez, cette espèce de cérémonial sur le chiffre du chômage pour qui apparaît pour le mois d'août, etc. À la fois, on ne peut pas s'en défaire parce qu'on aurait l'impression de ne pas affronter ce qui est soi-disant une réalité. Et en même temps, c'est totalement ridicule en termes de valeur économique et sociale. Ce qui est sûr, pour parler à nos auditeurs, ce qui est sûr, c'est que ce pays crée des emplois. Il crée à nouveau des emplois. Le problème, c'est que le problème et la chance que nous avons, c'est d'avoir une démographie qui elle-même amène encore sur le marché du travail plus de personnes que nous ne créons d'emplois. Et donc, vous voyez, on a deux trains qui ne sont pas encore parfaitement à la même vitesse et on peut regretter même que le train de la création ne soit pas devant celui de l'arrivée ou du maintien sur le travail. Parce que toutes les réformes qui ont amené à ce que l'on maintienne plus longtemps dans l'emploi un certain nombre de salariés, fait aussi que des places qui traditionnellement se libéraient, se libèrent moins vite. Bien. Et donc, voilà. Alors après, vous allez me poser, implicitement vous me posez la question, c'est quels sont les chiffres ? Non, je ne demande pas les chiffres, mais est-ce que la tendance qu'on a constatée en juillet, il y a eu moins 1900 demandeurs d'emploi au mois de juillet, est-ce que ça sera la même tendance au mois d'août ? Je n'en sais rien. Ce que je vous prends le pari, et ce qui me paraît très important, c'est que la tendance à la création d'emplois va se maintenir. Voilà. Pour le reste, je serai comme vous, je regarderai les chiffres. Voilà. Avouez franchement, en toute rationalité, que faire peser sur le ministre du Travail, et en l'occurrence la jeune ministre du Travail, la responsabilité d'un chiffre en disant c'est bien, c'est mal, parce qu'elle apporte une nouvelle qui est celle de notre travail à tous, du gouvernement bien sûr, mais des entreprises, de la capacité de cette société à se réformer. Donc quelque part, je trouve que ne tombons pas dans ce petit jeu où on fait porter la responsabilité. J'allais dire, je prends ma part, comme tous les autres membres du gouvernement, et peut-être comme tous les Français aussi, des retards qui peuvent être les nôtres, des insatisfactions qui peuvent être les nôtres, mais aussi des capacités réelles de cette industrie. Je lisais la presse de ce matin. La sécurité sociale a plus de rentrées. Pourquoi ? Parce que la masse salariale est plus importante. Parce que justement, il y a de la création d'emplois plus importante que ce qui était prévu. Vous avez appris, toujours dans la presse de ce matin, que General Electric allait implanter, relocaliser en France des emplois qui jusqu'à présent étaient aux États-Unis sur des histoires de turbines. Vous avez appris que Airbus a un plan de charge pour des dizaines de milliers d'emplois. Vous avez appris que Dassault et le Rafale allaient multiplier par 3 la chaîne. Je vous dis que je suis optimiste parce que la création d'emplois est là. Je suis conscient qu'il faut aller encore plus vite, plus loin sur la création d'emplois.
si on veut être à la hauteur de la démographie française. Donc vous êtes optimiste sur l'inversion de la courbe, qui est l'un des enjeux de François Hollande? Oui, je le suis. Donc c'est ça Elle ne va pas assez vite. Si vous me posez la question, j'aurais pensé, espéré qu'elle soit mesurable fortement dès maintenant. Elle commence simplement à donner des signes positifs. C'est de là que vient votre conviction qu'il sera candidat en 2017? Pas de là simplement, de là aussi, mais pas de là simplement. Moi, je mesure les impatiences, les insatisfactions, peut-être les erreurs que nous avons pu faire à un moment ou à un autre. Mais honnêtement, je le dis très, très simplement à mes concitoyens, je suis fier du travail qui a été fait par François Hollande et par... Vous ne vous sentez pas un peu seul majorité. à penser qu'il sera candidat en 2017? Oui, j'écoute, je regarde les sondages. Je sais bien qu'aujourd'hui, tout le monde nous tape dessus, surtout ceux qui n'ont pas vocation à prendre des responsabilités ou ceux qui, quand ils les ont eues, ont fait pire que nous. Y compris certains parlementaires. D'ailleurs, ça pose la question des socialistes, des fameux frondeurs. Oui, vous êtes optimiste d'ailleurs sur le vote du budget là, tout à fait. parce que certains, comme Christian Paul, disaient que compte tenu du fait que c'était un budget d'austérité, la question de ne pas voter le budget n'était pas tabou. Voter d'austérité. Regardez ce qu'on a fait. Est-ce que Christian Paul ou quelqu'un d'autre s'est arrêté sur les chiffres sur les inégalités et la pauvreté qui ont été publiés par l'INSEE il y a 3 jours. Oui. Bon, nous sommes peut-être le seul pays au monde. D'accord. Le seul pays au monde qui s'explique dans cette période par une baisse des revenus pour les plus riches à cause aussi des ponctions fiscales. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été un des premiers à dire attention sur la fiscalité. Je me félicite de la tranche à 45%. Vous pouvez le souligner, je me félicite de la création de la tranche à 45%. Voilà. Donc, je veux dire, il faut arrêter la démagogie. Si c'est de dire qu'il ne faut plus payer d'impôts, c'est les mêmes. Écoutez, je ne pense pas que ce soit ce que dise Christian Paul. Mais bon. Non, en l'occurrence, je répondais à la question, la fiscalité. À la question de la fiscalité. Et donc, oui, la pauvreté, et ça, c'est pas lié à la fiscalité, ou plus exactement... pas un effet statistique, c'est lié aussi au fait qu'il y a les moyens de faire des... Nous n'avons jamais cessé de renforcer les plans de lutte contre la pauvreté. Ce qui est une réponse aussi aux questions que vous auriez pu me poser sur le fait que est-ce que les réfugiés allaient poser des questions. Non, le plan pauvreté en France continue de progresser et il a des résultats. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un peut le dire, ça? Est-ce qu'il y a un pays, je le répète, parce que quand même, non mais le French bashing, ça existe. Est-ce qu'il y a un pays au monde, je dis bien au monde, qui aujourd'hui, dans les circonstances économiques mondiales, fait progresser la lutte contre la pauvreté? Jean-Marie Le Guen, il nous reste même pas 10 minutes d'émission. Il reste les questions des radios. Juste avant, et vous l'avez évoqué aussi dans l'actualité, et très rapidement, la question de la délimitation des fameuses ZTI, zones touristiques internationales à Paris, donc qui sont du ressort du gouvernement, puisque la loi Macron a décidé passé par 49.3, que ce serait le gouvernement qui délimiterait ces zones, ce qui a suscité la colère d'Anne Hidalgo, maire de Paris, en disant que c'était à la mairie de participer à la délimitation de ces zones. Rétrospectivement, est-ce que c'était pas une erreur quand même de rapatrier cette délimitation au niveau du seul gouvernement? Écoutez, ça a été fait parce que c'était, 1, possible juridiquement, et 2, nécessaire si on voulait aller relativement vite. Bien. En plus, je tiens à vous dire, par exemple, moi, je suis élu du 13e arrondissement de Paris. Oui. Bon, moi, j'ai été élu sur un programme que j'avais écrit, d'ailleurs, avec 70% de voix des électeurs, avec Jérôme Coumet, le maire du 13e. Nous, on avait dit, voilà, le quartier dit des Olympiades, il doit ouvrir le dimanche. Ce qui est dans la loi. J'ai été élu par des électeurs à 70% sur ce programme-là. L'ouverture qui se passe aujourd'hui dans le 13e arrondissement, dans le 15e arrondissement, dans le 18... Attendez. Dans le 18e arrondissement. Dans le 18e, dans le 3e arrondissement, se fait avec l'accord des maires d'arrondissement, qui ont été élus directement par les électeurs. Alors je sais, parce que je participe aussi au Conseil de Paris, qu'il y a une ambiance plus idéologique au Conseil de Paris, mais les gens qui sont en responsabilité, qui ont été élus, ils ont dit clairement qu'ils souhaitaient l'ouverture de ces zones. Et ils sont d'accord avec le projet dessiné par le gouvernement. Voilà, c'est tout. Alors après, connais la position du Conseil de Paris. Et d'Anne Hidalgo. Ouais. Et d'Anne Hidalgo, mais est-ce que vous... Anne Hidalgo qui porte la position majoritaire du Conseil de Paris. Et je sais aussi ce que souhaitent les électeurs
du 13e arrondissement et plus généralement de Paris, pas y compris les électeurs de gauche. Est-ce que les électeurs souhaitent, comme Anne Hidalgo le propose, une réforme du statut de Paris, fusionner communes et départements et réattribuer les pouvoirs du préfet de police au maire de Paris ? Je pense que Anne Hidalgo a lancé une réflexion qui est intéressante. Alors là, vous posez la question au ministre des Relations avec le Parlement. Alors je suis un peu gêné parce que moi je n'ai pas encore ni le texte de loi, ni les propositions, ni donc a fortiori un calendrier pour le faire. Mais si vous le posez en même temps à l'élu parisien que je suis, à celui qui, il y a quelques mois, faisait des propositions pour Paris, puisque j'étais moi-même, j'ai participé à ce débat des municipales, j'ai toujours pensé qu'effectivement, on pouvait bouger sur le statut de Paris. Je pense que c'est un élément tout à fait essentiel. Alors après, aussi, il y a une autre dimension qui est bien évidemment la dimension métropolitaine. Il faut qu'on fasse le point aussi sur la métropole du Grand Paris. Jean-Marie Le Guen, alors on va passer maintenant, il nous reste 6 minutes pour les questions des radios. La première vous est posée par Pierre Maurer de Radio Dreckland et concerne un autre parlement, celui des députés européens à Strasbourg. Bonjour Monsieur Le Guen. Ma question porte sur la position de la France et donc du gouvernement concernant la défense de Strasbourg en tant que siège du Parlement européen. Les prises de position sur le sujet sont toujours timides quand elles ne demeurent pas confidentielles. Or, un rapport rendu public par plusieurs médias européens lundi, en début de semaine donc, fait l'inventaire des difficultés immobilières auxquelles se heurte aujourd'hui le Parlement à Bruxelles, mais aussi de l'état de délabrement de son bâtiment principal, le bâtiment SPAC. Alors, n'y voyez-vous pas une opportunité inespérée de renforcer le siège strasbourgeois de ce Parlement ? Monsieur, vous connaissez l'engagement puissant du gouvernement français sur la défense de Strasbourg. Vous savez aussi combien un certain nombre de personnalités, de courants ont l'intention d'affaiblir cette position et d'essayer de faire en sorte de combattre cette volonté que nous avons de maintenir Strasbourg. Et donc la position du gouvernement français est faite d'efficacité beaucoup plus que de gesticulation. Parce que, par exemple, nous essayons d'une façon très pratique de répondre aux critiques qui peuvent exister et qui nous sont faites quand elles sont de bonne foi. Mais par ailleurs, notre volonté est très ferme de défendre Strasbourg. Alors on passe maintenant à la deuxième question sur un autre sujet posé par Christophe Roux de France Maghreb 2. Le président de la République, François Hollande, a effectué le week-end dernier une visite de travail et d'amitié au Maroc et vous avez fait partie de la délégation. Au cours de cette visite, la France et le Maroc ont signé une déclaration conjointe relative à la coopération en matière de formation d'imams français dans un institut religieux à Rabat. Certains analystes saluent cet accord qui va pouvoir donner une formation religieuse de qualité aux imams français. D'autres considèrent que cela revient à sous-traiter l'islam de France à un État étranger et pourrait pousser d'autres pays à demander la mise en place d'un accord similaire. Pourquoi cet accord ? Est-ce qu'il ne revient pas à l'État de mettre en place cette formation en France, par exemple à Strasbourg ? Décidément. Oui, Strasbourg. Je confirme d'abord cet accord. Deuxièmement, la volonté et le fait que la France a totalement la maîtrise dans le cadre de ses universités, de ses formations. Il y a une partie du module qui est parce que nous connaissons la qualité de la formation de ces imams au Maroc, et donc c'est un choix du gouvernement français, c'est pas parce qu'on nous l'a demandé, c'est un choix du gouvernement français qui, dans le cadre d'un cursus beaucoup plus large qui a lieu en partie en France, et notamment le rappel de toute la problématique de la laïcité, des droits fondamentaux, etc., qui évidemment est faite dans le cadre de ce cursus, dans le cadre des universités françaises. Mais la partie, j'allais dire, plus théologique, elle est effectivement, nous avons souhaité pouvoir la faire au Maroc parce que nous connaissons la qualité de cet enseignement. Donc voilà, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est fermé à d'autres endroits, mais qu'on n'acceptera pas tout ce qu'on nous demande. C'est un choix du gouvernement français, positif, qui répond à un vrai besoin, c'est la formation d'imams qui soient formés pour un islam de France et dans le cadre des institutions de la République. Tout ça est complètement normé précisément. Et pour finir, question de Radio Orient posée par Loïc Barrère et qui concerne cette fois l'État palestinien.
Jean-Marie Le Guen, bonjour. Il y a 2 semaines, l'Assemblée générale des Nations unies a autorisé les Palestiniens à hisser leur drapeau au siège de l'ONU à New York, une étape supplémentaire sur le chemin de la reconnaissance de l'État palestinien. L'an dernier, les députés et les sénateurs français ont appelé François Hollande à reconnaître l'État palestinien. Est-ce que le président de la République va bientôt prendre une telle décision ? La situation, vous le connaissez, est la suivante, c'est que la France a pris une initiative, Laurent Fabius en particulier, en liaison avec M. Mahmoud Abbas, en liaison aussi évidemment avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour qu'il y ait quelque part, si j'ose dire, que ce soit un peu la communauté internationale qui reprenne un peu la main sur ce dossier, parce que les contacts bilatéraux israélo-palestiniens étaient relativement bloqués. Alors nous continuons à travailler sur ces sentiers diplomatiques. Mais la France ne doit pas être aux avant-postes alors. Pardon ? Parce que c'est un peu la question, est-ce que la France doit être aux avant-postes ? Elle est la seule, la première, je vais dire, parce que la seule, si on est la seule, on n'ira pas loin, mais elle est la première à avoir sorti le dossier de cette confrontation bilatérale qui était sans avenir, avec en plus le rôle d'un quartet, comme on dit, vous le savez peut-être, qui est les 4 pays qui étaient chargés de suivre le dossier qui n'avançait pas. Et donc nous l'avons pris et nous l'avons mis dans le panier des discussions internationales, avec l'idée de dire que nous souhaiterions pousser la communauté internationale à se saisir de ce dossier, si jamais, ce qui est malheureusement constaté, il n'y avait pas de possibilité de discussion et d'accord entre les Israéliens et les Palestiniens. D'accord, mais merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI.